Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Et on continue ce 10h midi avec les débats, avec pas mal d'actualités aujourd'hui autour de Mayotte, évidemment, de notre sondage à propos des européennes. Le Rassemblement national est toujours largement en tête. Bref, beaucoup de sujets avec vous, avec Judith Weintraub. Bonjour Judith, ça faisait un moment que vous avez pas vu. Oui, c'est un reproche. Depuis qu'on est exilé vous êtes loin. hors de Paris, voilà. Grand reporter au Figaro Magazine, Jean-Claude Beaujour, avocat, président du Forum Transatlantique. Bonjour Jean-Claude. Bonjour Valérie. Alex Darmon, fidèle journaliste politique. Bonjour. Je rappelle votre documentaire, Le ministre qui ne devait pas l'être, qui est toujours sur la plateforme de France 5 avec le replay qui cartonne. Et il reste plus longtemps que prévu. Ouais. Voilà, ça marche très bien, consacré à Éric Dupond-Moretti. Et puis vous avez également une chaîne YouTube de débat, Les Indécis. Et Benjamin Cauchy, bonjour, chef d'entreprise. Merci à vous d'être là ce matin. Je vous l'ai dit, Mayotte, les européennes, les Jeux Olympiques aussi. Ne partez pas, c'est une connerie, a dit Anne Hidalgo. Alors que tous les jours on nous dit ne commandez pas, ne faites pas ci, ne faites pas ça. Enfin bref, moi ça m'a fait un petit peu sourire. Tiens, on va commencer avec un... Pardon ? Est-ce que nous pourrions enfin être libres de quelque chose ? Parce que j'entends beaucoup de ne faites pas, ne faites. Ouais. Non, je ne sais pas. On va commencer avec vous, Jean-Claude, avec un hommage à Robert Badinter, où on en a beaucoup parlé, évidemment, depuis jeudi, mais vous vouliez, vous êtes avocat, et évoquer peut-être ce qu'il représente, ce qu'il a représenté pour vous. Absolument. Alors, la raison pour laquelle je voulais revenir sur Robert Badinter, c'est qu'on a entendu beaucoup de choses, et tout le monde unanimement, de la droite à la gauche, même les extrêmes, reconnaissent la personnalité de Robert Badinter comme ayant été un homme qui a marqué son temps, qui a été une conscience morale non seulement pour la gauche, mais pour le pays tout entier. Pour autant, j'ai le sentiment parfois que tous ceux qui rendent hommage, en tout cas un certain nombre d'entre eux, ne tirent pas toutes les conséquences de leur hommage, parce que Robert Badinter, au-delà de la peine de mort, au-delà du fait qu'il avait beaucoup travaillé pour dépénaliser l'homosexualité, Robert Badinter, je le rappelle parce que pour moi c'est important, avec Elisabeth, formait un couple engagé, un couple au service des valeurs de la République. On pouvait être ou ne pas être d'accord avec Elisabeth Badinter, être ou ne pas être d'accord avec Badinter sur tel ou tel aspect, mais c'était le symbole même de l'universalisme, c'était le symbole même de ce que la France peut produire, tous deux ayant des origines, ce qu'on pourrait appeler des origines étrangères, entre guillemets, je fais rapide, et qui ont montré que finalement, cette France-là, la France qui a eu sa part sombre, était capable aussi de produire un grand universitaire, parce que Robert Badinter, c'était avant tout un agrégé de droit, un grand universitaire attaché à un certain nombre de principes. J'ai retenu de ce qu'il nous laisse, c'était la réflexion, la raison, la liberté, la vérité. Et j'ai envie de dire, lorsque je vois de la manière dont nous fonctionnons aujourd'hui, et je pense que nous aurons l'occasion d'en parler, j'ai le sentiment que la vérité n'importe plus, j'ai le sentiment que la raison l'emporte, et je cherche encore de la part d'un certain nombre de ceux qui lui ont rendu hommage, concrètement, de la manière dont ils mettent en œuvre l'universalité, les valeurs de la République, l'absence de communautarisme, ou la lutte contre le communautarisme, et de faire en sorte que l'individu prime avant d'être de telle ou de telle origine. Voilà, Elisabeth et Robert Badinter, alors je dis était parce que Robert Badinter est décédé, mais ensemble, le couple était véritablement un couple engagé pour la laïcité, la démocratie, et ce que nous représentons, ce pourquoi nous travaillons tous les jours. Voilà ce que je voulais dire. Oui, Judith. Oui, pour Elisabeth, on pourrait aussi souligner le féminisme, puisqu'elle sauve l'honneur du féminisme à une époque où les néo-féministes le foulent aux pieds tous les jours. C'est le sens de mon propos. Oui, tous les jours et en toute occasion. J'ajouterais à la liste des qualités de Robert Badinter une qualité qui nous manque cruellement aujourd'hui, notamment chez Emmanuel Macron, c'est la cohérence que donne la conviction. Je regarde le parcours de Robert Badinter, je ne vois pas
une occasion où il se soit contredit par opportunisme, par intérêt politique immédiat ou par électoralisme. Et ça, c'est absolument remarquable à un moment où Emmanuel Macron nous inflige tous les jours la preuve du délire dans lequel on peut tomber quand on n'a absolument pas de conviction, donc pas de ligne conductrice. Mais pour cela, il faut encore être dans la réflexion, véritablement dans la raison. Il faut savoir réfléchir et ne pas céder. Oui, bien sûr. Non, mais c'est ça qui donne aussi de la conviction. C'est parce qu'on est dans la profondeur. Un sens de l'histoire aussi, pour pouvoir avoir cette aura. Enfin, Robert Badinter, moi j'ai un souvenir de lui, j'ai eu la chance de le rencontrer quand j'étais jeune journaliste pour préparer une interview avec lui. Je rajouterais à toutes ses qualités aussi le fait que il vous parlait normalement, il vous prenait jamais de haut. Vous pouviez avoir 20 ans, c'était mon cas à l'époque. Il vous considérait comme son égal et il essayait de vous apprendre des choses avec bienveillance tout le temps. Donc moi c'est quelqu'un qui m'a marqué parce que il a arrêté la politique il y a longtemps et sa parole était toujours aussi importante. C'est-à-dire que les gens se battaient pour l'avoir sur un plateau, pour l'entendre et pour avoir son avis et son analyse. Donc l'hommage qui lui sera rendu mercredi Place Vendôme, d'ailleurs je trouve que c'est pour le coup une très belle initiative de le rendre Place Vendôme, sera à mon avis suivi par des millions de Français. Voilà. C'est en tout cas ça change, ce ne sera pas les Invalides mais Place Vendôme, Benjamin Cauchy. Oui, nul ne peut effectivement contester, comme le disait Judith, la cohérence intellectuelle et politique de Robert Badinter. Je mettrai un bémol à ce vibrant hommage de la bien-pensance permanent que l'on entend sur tous les écrans et sur toutes les ondes. Il est quand même une des figures socialistes qui incarne finalement cette déliquescence française que nous constatons aujourd'hui. Donc effectivement, il a fait de très belles choses, il est cohérent et c'est un homme respecté, mais il fait quand même partie de ce cartel des gens socialistes qui, au-delà des avancées sociétales, sans doute qu'il faut lui reconnaître, sur le plan judiciaire, sur le plan du laxisme judiciaire, je pense que... Je pense qu'il faut avoir cette honnêteté intellectuelle comme lui il l'a toujours eu, de pouvoir remettre aussi sur la table des points de désaccord que l'on peut avoir avec ce grand homme. Voilà. Juste une précision. Nous ne sommes, moi en tout cas, je ne suis pas dans la bien-pensance parce que je viens de dire qu'on pouvait ne pas être d'accord avec telle ou telle mesure, aussi bien avec lui, aussi bien avec lui qu'avec Elisabeth. Maintenant, c'était un homme et quel que soit le résultat auquel il parvenait, il disait prenons le temps de la réflexion, regardons les faits, la vérité. C'est un peu cela. Alors après, on peut effectivement, et vous avez raison de dire qu'il peut y avoir une forme de désaccord, mais il n'empêche qu'on ne, vous voyez, on ne cède pas la facilité du tribunal de l'opinion en public, de la rapidité. Il y a un problème, il y a tout de suite une mesure dans les 5 secondes pour finalement ne rien y avoir. C'est aussi cela qui mène à une forme de déliquescence. Et on ne cède pas à la démagogie parce que, par exemple, l'un des points de son bilan, moi, qui me semble pas positif, mais qui suis-je pour le dire? Je vais pas me prendre comme Ercilia Soudet, ce que j'allais dire. Ercilia Soudet qui a malgré ses désaccords lui rend hommage. C'est la façon dont il a fait en sorte que le préambule de la Constitution soit pris en compte par le Conseil constitutionnel dans ses contrôles de la loi et qui a je le pense, mais Jean-Claude est beaucoup plus féru que moi dans ces sujets. Lancer une dérive dommageable aujourd'hui. Je vous propose qu'on marque une petite pause maintenant. Il reste à peine 1 minute avant le journal, donc on va revenir évidemment sur de nombreux sujets. On va parler avec vous, Judith, de la DPE, du diagnostic énergétique sur les petites surfaces. Ça fait partie aussi de l'actualité. Et puis de Greta Thunberg qui était à Castres ce week-end. À tout de suite. Elle est venue Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, au cœur de la mêlée. Salut à tous, c'est François Trio. Sur Sud Radio, vous le savez, on est au cœur de la mêlée ce soir à 20h pour débriefer de l'actualité du rugby avec Yoann Huget, Philippe Spanghero et nos invités. Les Français se sont-ils remis sur de bons rails dans ce tournoi après leur victoire en Écosse? Faut-il opérer quelques changements pour le prochain match face aux Bleus? Venez en discuter avec nous, avec Yoann et avec Philippe, sur l'antenne de Sud Radio, la radio du rugby. C'est ce soir à 20h. Sud Radio, au cœur de la mêlée. Je vous attends au 0826 300 300.
Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Bon, je dois vous dire que nous sommes fascinés par l'annonce que nous venons d'entendre du retour d'ACDC. Judith Weintraub nous a dit, mais ils ont au moins 100 ans. Effectivement, le premier concert, c'était en 73, donc ils ne doivent pas être très loin des Rolling Stones et des Beatles. ACDC, c'était Highway to Hell, entre autres chansons. On va vous la fera peut-être entendre dans un instant. Valérie. Non, moi, j'adore, moi. Ouais, avant vous êtes jeune et vous aimez, c'est bien. Et oui, il y a de plus en plus de jeunes qui aiment beaucoup nos musiques anciennes. Très bien. Judith Weintraub, donc grand reporter au Figaro Magazine, Jean-Claude Beaujour, avocat, président du Forum Transatlantique, Alex Darmon, journaliste politique. Vous dirigez la chaîne Les Indécis sur YouTube et vous êtes l'auteur du documentaire Le ministre qui ne devait pas l'être et qui ne voulait pas l'être. Ne voulait pas l'être aussi. Ça aurait pu être le titre. C'est en replay sur France 5 et Benjamin Cauchy, chef d'entreprise Mayotte. Gérald Darmanin veut mettre fin au droit du sol. Les européennes avec le RN, un nouveau sondage IFOP fiducial pour Sud Radio, le RN largement en tête. Et puis ne partez pas, c'est une connerie, dit Anne Hidalgo aux Parisiens qui veulent quitter Paris pendant les Jeux Olympiques. On continue notre tour de table avec vous. On va partir dans le sud avec vous, Benjamin Cauchy, avec ces manifestations ce week-end contre le projet d'autoroute de l'A69 et la venue de Greta Thunberg. Et oui, et finalement, ce petit dicton, si tu ne vas pas à Greta, Greta viendra à toi, eh bien, c'est réalisé, puisque j'ai eu la chance d'avoir à quelques dizaines de kilomètres de la maison la venue exceptionnelle, la star mondiale de l'environnement, de l'écologie, Greta Thunberg. Voilà, une fois que j'ai fait cette présentation très, très louable, juste vous faire remarquer l'arnaque Greta Thunberg, finalement. Elle est venue, bien, contester l'implantation, le développement d'une autoroute qui existe déjà partiellement, qui relierait Castres à Toulouse et qui permettrait de désenclaver un bassin de vie de plus de 100 000 habitants. Qui coûterait un pognon de dingue aussi. Pardon. Je dis qu'il coûterait un pognon de dingue pour faire gagner 20 minutes. Une demi-heure. Ouais, bon. Bref. 20 à 25 minutes. Ne soyons pas sur le... Allez-y, vous vouliez parler de Greta Thunberg. Oui, je voulais vous parler de Greta Thunberg. Mais bon, ce que je veux dire par là, c'est que je vous sens déjà en train de relativiser la pertinence de ce projet. Je peux vous assurer que pour les Tarnais et pour les centaines de milliers de Tarnais ou de Toulousains, ça permettra de faire du développement économique, ça permettra de déconcentrer la ville de Toulouse et de redonner un peu de vitalité à la ruralité. Je pensais que ça faisait partie de l'ADN également de l'écologie de demain, que de s'intéresser à la ruralité et de faire en sorte que la ruralité continue à exister. Il semble pour autant que Greta Thunberg, au lieu de s'atteler à attaquer la Chine, qui est l'un des plus gros producteurs de CO2 au monde, avec ses usines de charbon partout, ou les États-Unis, qui font partie des plus gros pollueurs du monde, non, Greta Thunberg préfère venir ici, en Occitanie, pour s'occuper finalement des Tarnais. Donc, elle va traverser la planète, elle est venue des États-Unis jusqu'à l'aéroport de Toulouse. Je vous parle pas de l'impact carbone, ça serait taquin, mais elle traverse le monde pour venir empêcher des Tarnais de se déplacer à 30 km de chez eux. Voilà, j'ai trouvé ça un peu pathétique et j'aurais préféré qu'elle s'attelle à des véritables projets. Derrière cela, il y a ce process de culpabilisation permanent des petites gens, des ploucs, comme dit Bernard Carayon, le maire de Lavore. On nous fait culpabiliser d'être des pollueurs, d'être des assassins de la nature et on se prend des coups de moraline par des gens qui passent leur temps en avion et à traverser la planète. C'est juste pas audible, surtout qu'il y a avec moins de 0,1% des gaz à effet de serre qui sont à l'échelle mondiale produits par la France, je pense que nous ne sommes pas le bon punching ball pour servir les intérêts de Greta Thunberg. Ouais, il y a beaucoup de polémiques autour de ce projet d'autoroute qui va quand même coûter extrêmement cher. Effectivement, je ne suis pas dans la région, mais je me dis qu'aujourd'hui, on peut peut-être réfléchir à ce projet qui date d'il y a plus de 30 ans. Vous évoquez Greta Thunberg, mais sur le fond, je ne sais pas si quelqu'un connaît un peu le dossier. Oui, il y a eu énormément de recours. Ouais. C'est pas un projet qui a été décidé sur un coin de table et appliqué sans consulter personne. Énormément de recours, ils ont tous été perdus. Il en reste un autour de l'écologie, la venue de Greta Thunberg avec Juste un mot sur Greta Thunberg. Vous savez que Greta Thunberg, c'est une entreprise
avec agence de com, oui, absolument, une marque. Elle avait eu un petit coup de mou ces derniers temps, et apparemment pour rebooster son audience, elle a décidé de mettre le kéfier, ce foulard palestinien. Est-ce que ça va marcher? En tout cas, c'est... ça a l'air, hein. Ça a l'air, parce qu'elle est en tournée en France, elle vient pas que chez vous. Hein. Oui, elle est allée à Bordeaux également. Donc ça rajoute à l'extrême toxicité du discours de Thunberg. Oui, le coût de l'autoroute, 450 millions d'euros, dont 23 millions de subventions de l'État. Il y a eu plus de 500 réunions publiques. Bon, on va pas parler du fond, mais effectivement, Greta Thunberg, ce week-end était dans le... était pour protester contre ce projet d'autoroute. Alex Zarmon, vous, c'est un coup de gueule? Oui, c'est un coup de gueule. Vous savez que j'aime beaucoup le sport. Hein. Et c'est un coup de gueule sur un match qui s'est déroulé jeudi dernier, un match qui a opposé l'équipe de basketball féminine israélienne à l'équipe de basketball féminine irlandaise. Et les Irlandaises n'ont pas voulu serrer la main des joueuses israéliennes avant le match. Il y a eu une petite polémique parce que, en gros, les Irlandaises voulaient faire annuler le match pour boycotter Israël, ce qu'a refusé la FIBA, la Fédération internationale de basketball. Elle a juste déplacé le match à Riga. Mais malgré cela, les Irlandaises ne sont pas venues sur le centre du parquet pour les hymnes nationaux et n'ont donc pas serré la main de leur homologue israélienne. Ça m'a vraiment énervé, en fait. Ouais. Très honnêtement, parce qu'on nous répète à longueur de journée, à longueur de semaine, qu'il ne faut pas politiser le sport. Et là, c'est exactement ce qui s'est passé. On a politisé un événement sportif. C'était pas le premier, puisqu'une judokate turque avait refusé au mois de novembre dernier de serrer la main d'une Israélienne. Et puis depuis longtemps déjà, plein de sportifs refusent de serrer la main aux Israéliens. Mais ça m'a encore plus énervé, je vais vous dire pourquoi. C'est parce que ce sont des femmes. Ce sont des femmes qui n'ont pas voulu serrer la main à d'autres femmes après ce qui s'est passé le 7 octobre dernier en Israël. On sait qu'il y a eu des attentats, des meurtres, des assassinats, mais on sait surtout qu'il y a eu des féminicides, il y a eu des viols, il y a eu des meurtres sur des femmes parce que c'était des femmes. Voilà. Et ces femmes-là, irlandaises, qui trouvent ça malin, qui trouvent ça intéressant, intelligent, de ne pas venir serrer les mains de femmes israéliennes, je trouve ça dégueulasse et scandaleux. Et puis surtout, ça fait monter une petite musique, vous savez. Depuis quelques mois, on entend ça, et même en France. Hein, il y a la France insoumise, Emmanuel Bompard, ce matin, qui a répété qu'il ne souhaitait pas que le drapeau israélien, qu'il y ait que les israéliennes viennent avec leur drapeau. Il dit on le fait bien pour les Russes, donc pourquoi pas pour les Israéliens. Est-ce qu'ils l'ont demandé pour les Ouïghours? Non. Par rapport aux Chinois, est-ce qu'ils l'ont demandé pour les Chinois par rapport aux Ouïghours, les insoumis? Non, mais surtout, en quoi l'invasion de l'Ukraine par la Russie est-elle comparable à la riposte israélienne après le massacre et le pogrom perpétré par le Hamas du 7 octobre? En quoi c'est comparable? Moi, je voudrais qu'on m'explique. C'est très grave. Juste pour terminer, c'est très grave parce que ça veut dire qu'on participe en quelque sorte à ce que veulent plein de pays arabes, c'est-à-dire rayer Israël de la carte, l'oublier et ne plus en parler. Juste pour terminer, je vous donne le résultat du match quand même, parce que j'aime le sport. Souvent on dit que c'est important de participer au sport, mais les Israéliennes ont gagné 87-57. Le résultat quelquefois peut faire plus du bien que de participer. Juste pour compléter ce qui vient d'être dit, je crois qu'il faut une certaine cohérence, et lorsque on disait à l'instant rayer Israël de la carte, je veux dire, c'est se dire on va rester en guerre complètement. Ça n'a pas de sens. Et ceux qui vont dans ce sens-là, voyez, on parlait de réflexion tout à l'heure, plutôt que de travailler à la fameuse solution dont on a beaucoup parlé depuis un certain temps, eh bien non, on préfère s'accrocher à des positions extrêmes, des positions radicales, et le mot radical est même faible dans ce cas-là, puisque vous dites, Benjamin dit bien, rayer. Non, c'est bien que ça ne se fera pas. Ça ne se fera pas. Donc dire on a une démarche qui consiste à viser à rayer, c'est dire, eh bien, on veut simplement rester en guerre. Et je vais vous dire ce qui est dramatique de la part de ceux et celles, quel que soit leur camp, quelle que soit leur origine, qui sont dans cette logique-là. Nous sommes tranquilles en Europe,
globalement, par quelques attentats, nous sommes tranquilles en Europe en disant, eh bien, il faut se faire la guerre. Mais qui, et vous parliez de femmes qui ont été éventrées, vous parlez de choses qui sont horribles, qui le vit? Ouais. Voilà, c'est tout. Moi, je voudrais quand même préciser, c'est très bien de dire ayons des positions extrêmes, mais des positions extrêmes cultivent la guerre et à un moment donné, il faut peut-être penser aux solutions. Et on peut peut-être profiter de ce sujet pour saluer la libération par les Israéliens de deux otages ce matin à Rafah. Rafah, point de passage entre la bande de Gaza et l'Égypte. Rafah fermé. Quand on parle du blocus, on dit toujours blocus israélien, on ne parle jamais du blocus égyptien. Les Égyptiens ne veulent les images sont surtout pas des Palestiniens chez eux. Les images sont impressionnantes de ce mur avec des barbelés, des murs immenses, effectivement, et les Égyptiens qui refusent d'accueillir les Palestiniens. Et la communauté internationale qui dit qu'il ne faut pas mener une nouvelle opération à Rafah. Quand ce matin, vous voyez qu'il y a 2 otages qui ont été libérés détenus par des civils palestiniens. Vous vous dites que la situation est bien plus compliquée que toutes les condamnations qu'on entend en ce moment. Les Yaka Faucon. Voilà. Et puis, continuons sur ce sujet. Les tunnels qui ont été construits sous l'UNRWA, c'est-à-dire cet organisme de l'ONU. Spécialement créé au Proche-Orient pour les Palestiniens. Qui n'étaient pas au courant de ces tunnels qui existaient sous leur immeuble. C'est vraiment prendre les gens pour des vidéos. Enfin, franchement, voyons. Vous dites que vous n'êtes pas au courant. Benjamin ? Oui, voyons. Écoutez, on sent quand même un lien extrêmement litigieux entre cette institution internationale et le Hamas. Moi, je ne suis pas finalement étonné pour revenir à Manuel Bompard finalement, qui avait envoyé ses quelques troupes la semaine dernière à cet endroit-là même, quasiment, et qui aujourd'hui réclame de nouveau que les sportifs israéliens ne puissent pas défiler. Je pense qu'il participe quand même à souffler sur les braises de l'antisémitisme qui ont redémarré de façon extraordinaire et fulgurante depuis le 7 octobre. On sent quand même derrière qu'il y a des intentions électoralistes et que la stratégie mise en place par Jean-Luc Mélenchon, qui est celle de draguer l'électorat musulman en France, continue par la voie de Manuel Bompard. Donc j'y vois au-delà de stratégie géopolitique et d'avoir une vision internationale sur le Moyen-Orient, j'y vois plutôt un intérêt pour la France insoumise d'essayer de remplir son escarcelle électorale. Allez, on se retrouve dans un instant. On va parler de DPE et puis de Mayotte, évidemment. À tout de suite. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. Vous êtes vraiment une radio exceptionnelle et merci à vous de donner la parole aux auditeurs puisqu'on en a vraiment, vraiment, vraiment besoin. Sud Radio, parlons vrai. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Et on est ensemble jusqu'à midi pour commenter l'actualité avec évidemment les déclarations, la visite de Gérald Darmanin à Mayotte et cette volonté de mettre fin au droit du sol. Mais avant, Judith, c'est un sujet qu'on souhaitait traiter. Vous vouliez revenir sur le DPE, c'est-à-dire diagnostic de performance énergétique. Approchez-vous. Voilà. Oui. Alors, tous ceux qui veulent vendre leur appartement ou acheter ou le louer. Ou le louer, surtout. C'est surtout le louer. Alors pourquoi j'en parle aujourd'hui ? Parce que le gouvernement vient d'annoncer un assouplissement de ce fameux DPE qui ne pourra plus empêcher les propriétaires d'appartements de moins de 40 mètres carrés de les vendre. Vous me direz, ça pourrait être un coup de cœur. Pourquoi c'est un coup de gueule ? C'est un coup de gueule parce que quand un système est con, il ne faut pas en dispenser certains, il faut le changer complètement. Et pourquoi ce système est complètement inadéquat ? Ce système qui participe à la chute terrible des offres locatives, moins 59% en 5 ans. C'est vraiment énorme. Bien sûr. Cette histoire de DPE qui rend impossible la location concerne 1 bien sur 3 à Paris. Gigantesque aussi. Et pourquoi ce système est absurde ? Parce que ce fameux diagnostic qui est fait par des gens, vous pouvez tomber, alors ça, recueillez les témoignages, vous pouvez tomber sur des gens normaux, compréhensifs, vous pouvez tomber sur des dingos qui vous classent votre bien de telle façon que vous ne pourrez plus jamais le louer. Et le calcul
qui est fait pour obtenir ce DPE a été contesté non pas par d'affreux promoteurs immobiliers, mais par le Conseil d'analyse économique, excusez du peu, qui dit qu'il n'est pas du tout fondé sur des critères pertinents. Alors, un bon geste, supprimer ce truc au lieu de l'assouplir. En plus des 40 mètres carrés dispensés, vous allez avoir 2 amendements dans une future loi qui, dans le gouvernement, dans sa grande générosité, va accorder du temps aux propriétaires dont les locataires ne voudraient pas s'en aller le temps de faire les travaux. Tiens, c'est curieux. Et aussi un délai pour faire ces travaux qui sont extrêmement cher. Vous rajoutez à ça la hausse des taux d'intérêt qui a été assez fulgurante ces 2 dernières années et la hausse de la taxe foncière, et étonnez-vous que votre fille soit muette. Oui, non, mais j'ai vu un reportage hier dans un des JT qui rapportait que 60 millions de consommateurs a fait une enquête, donc a convoqué plusieurs diagnostiqueurs, et que selon 250 €. Voilà, selon le diagnostiqueur, vous pouvez être en B, C ou D, ou en D, E, F. Donc c'est totalement imprécis. Alors je conseille sur ce sujet, si vous permettez, l'excellent papier de Guylaine Montalembert dans le Figaro Magazine ce week-end que nous avons consacré à la folie normative. Il y a un papier qui est pas mal de moi sur la folie normative chez les pays, dans le monde paysan aussi. On va regarder ça. Peut-être un mot, c'est effectivement sur ce diagnostic de performance qui est ça fait bien, extrêmement approximatif. C'est un coup de gueule, mais ça fait quand même du bien, un petit peu de bon sens aussi, en quelque sorte. Mais c'est peut-être le week-end du bon sens aussi, j'ai l'impression, parce qu'il y a effectivement un DPE. On va parler de Mayotte dans quelques secondes. Vous avez les propos d'Aurore Berger hier sur les associations féministes. Donc espérons que ça dure un petit peu plus généralement. Voilà. C'est-à-dire qu'on se rend compte que tout ce qu'on a dit, c'était des conneries, qu'on s'est obstiné sur des choses. On peut penser au nucléaire, on peut penser. Oui, alors la question, c'est pourquoi c'est la raison pour laquelle j'ai fait un coup de gueule et pas un coup de cœur. C'est est-ce qu'une demi-reconnaissance d'une bêtise va permettre de résoudre la situation, ou au contraire va lui permettre de perdurer, ce qui serait donc un mal? Oui, Benjamin. Oui, effectivement, l'assouplissement des DPE, des diagnostics énergétiques, ça va aider forcément sur le marché, mais ça reste une rustine par rapport à la complexité qui s'offre face aux petits propriétaires. Trop de taxes, trop de normes, qui était un petit peu le leitmotiv des agriculteurs, comme vient de le dire Judith. C'est aussi malheureusement le leitmotiv des petits propriétaires, qui sont des acteurs extrêmement importants. Aujourd'hui, ils ont déjà leur résidence principale, et ils souhaitent faire fructifier leur capital en achetant un petit appartement, souvent des appartements pour des étudiants, dans des résidences seniors. Ou alors ils achètent tout simplement des logements, ils gardent des logements qu'ils ont eu en héritage. Aujourd'hui, ils n'ont plus forcément les moyens, à cause de ce coût énorme de travaux qu'imposent les DPE. Donc, il y a un effet ciseau sur le marché immobilier avec la hausse des taux. Il y a du neuf qui n'existe plus, et nous sommes en carence de neuf, avec des impacts sur l'emploi d'amont en aval de la chaîne du logement. Et nous avons effectivement besoin de retrouver du foncier disponible et du parc locatif disponible. Donc, c'est un assouplissement qui était attendu, mais je crois qu'il faut aussi également un choc de l'offre et de la demande. Il faut les deux. Je crois que le gouvernement nous oublie un peu l'un des deux en ce moment. Jean-Claude. On attend le ministre du Logement, qui est ses premières réformes. Mais trop de normes, vous savez, nous, c'est intéressant parce que nous autres Français, on est toujours à se dire, il faut que les choses fonctionnent, et dès qu'il y a un problème, on met des normes. Donc on met des normes en tout genre, avec une double culture. On veut énormément de normes, et puis on a le sentiment, et vous reprenez les propos caricaturaux de Madame Panot de ce week-end, vous avez le sentiment que tout est fait parce que nous serions tous collectivement, dans la grosse masse. Il y a d'un côté les très pauvres, les malheureux, tout ce qu'on veut, et puis de l'autre côté que des gens très riches qui ne cherchent qu'à se goinfrer, etc., etc. Et justement, on ne voit pas le cadre moyen, l'employé qui a un petit appartement ou qui a investi 200 000 € qu'il a reçu en héritage sur un petit appartement qu'il va pouvoir remettre en location à un étudiant, etc. On ne voit absolument pas tout cela. Et on considère qu'il n'y a au fond que d'un côté des gens qu'il faut sauver, ce qui est juste, et puis de l'autre côté, il n'y a que des riches qui se vautrent des gens à abattre. C'est une société, vous savez, ces normes cachent quoi en réalité? Le fait que nous sommes obsédés par une forme à mettre en place une polarité, c'est une société où on monte les Français les uns contre les autres.
Voilà. Voilà, vous me permettrez, avant qu'on passe à Mayotte, un petit tacle à Grégory Doucet, le maire de Lyon, qui, je vous lis son tweet, « Je regrette l'action menée ce jour, c'est au musée des Beaux-Arts de Lyon contre une toile de Monet. » Vous avez vu que... Possiblement dégradée, d'ailleurs, parce qu'elle est protégée par une vitre, mais on n'est pas sûr que de la soupe ne se soit pas introduite entre la vitre et le tableau. Elles ont balancé de la soupe. Déjà, j'ai du mal à comprendre quand on est quand même très fouillé quand on rentre dans un musée. Tout mon soutien aux équipes contraintes de fermer une partie du musée, mais face à l'urgence climatique, l'angoisse est légitime. Nous y répondons par une action résolue. Non, mais c'est ça qui est scandaleux, le mais. Donc voilà. C'est le mais. Donc ça y met de la soupe sur la mairie de Lyon. Hein. Donc, mais on comprend. Et demain, je vais vous dire, Valérie, demain, on va légitimer le fait d'agresser quelqu'un. On va légitimer d'agresser des élus. On va légitimer d'agresser tout ce qu'on veut parce que ça représente, face à l'urgence, on peut tout faire. Oui, avec la bénédiction du Conseil d'État. Jean-Claude, ils le font déjà, si je puis me permettre, avec Sainte-Soline. Beaucoup d'élus de gauche, Europe Écologie Les Verts, ont légitimé la colère et la violence armée à Sainte-Soline. Donc ça commence déjà. Et le Conseil d'État l'a aussi absout au nom de la lutte soi-disant non violente. Le Conseil d'État a accepté d'utiliser, à propos des violences commises à Sainte-Soline, le concept de désobéissance civile, ce qui est gravissime. Et simplement aussi, moi je suis écolo, hein, je vais vous le dire vraiment, alors, peut-être pas complètement, peut-être qu'il faut que je fasse plus, mais il faut arrêter de dire que la France ne fait rien. Enfin, c'est pas vrai. On est l'un des pays au monde qui émet le moins de carbone. Le continent européen est l'un des continents qui émet le moins de carbone au monde. On peut en parler. Il se trouve que j'étais dans un pays du Moyen-Orient. Je peux vous dire que l'écologie, c'est très loin de leurs préoccupations. Pardonnez-moi, Valérie. Tout à l'heure, je vous ai dit que ce que j'avais apprécié avec Badinter, c'est de nous dire les faits, la vérité. Justement, pourquoi est-ce qu'on dit, il vient d'être dit que nous sommes l'un des pays qui fait le plus. Mais cela, on ne veut pas regarder les faits. Au nom d'une sorte de présupposé, un certain nombre de nos concitoyens fonctionnent, et notamment chez les écolos, notamment à France Insoumise, des présupposés. Ça ne repose sur rien, et au nom de reposer sur rien, ils vous disent, au nom de l'urgence climatique, on peut tout faire. Et Greta Thunberg vient pour nous dire qu'on est mauvais. Et alors, figurez-vous que le maire de Bordeaux a voulu la saluer et que son entourage n'a pas voulu. Oui, donc, j'ai entendu la scène, c'est assez drôle. C'est assez drôle, il voudrait lui dire bonjour, mais Pierre Lumic... Je suis le maire de Bordeaux et une fille en face lui répond, et donc Et donc rien à foutre. Vous voyez, ça montre bien, désolé, je m'arrête, mais ça montre bien le scandale de toute la presse, et là, pour le coup, je vais vous dire, Valérie, de tous ces gens qui sont montés en admiration devant Greta Thunberg, qui faisait la leçon à 13 ou 14 ans à tous les chefs d'État et de gouvernement, comme si en face il y avait des idiots qui ne pensaient qu'à se vautrer, et elle, évidemment, elle avait la vérité absolue et elle savait tout. Et ben oui, un certain nombre sont tombés quand même un peu dans le piège. Et l'image est assez pathétique, je la vois sous mes yeux en ce moment. À tout de suite. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Avec vous sur Sud Radio pour commenter l'actualité. L'actualité, c'est évidemment cette visite d'Emmanuel Macron, de Gérald Darmanin à Mayotte ce week-end. Il a promis, il veut la fin du droit du sol. Je voulais vous faire écouter ce petit son qui a beaucoup circulé ce week-end sur les réseaux sociaux. Gérald Darmanin face à Jean-Marie Le Pen qui lui parlait du droit du sol. Écoutez. Une question de droit du sol, monsieur Le Pen. Vous savez très bien que historiquement, le droit du sol, c'est même plutôt un droit républicain contre le droit des féodaux. Vous savez, monsieur Le Pen, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. C'est pas parce qu'on a fait un peu de laxisme et qu'on a laissé effectivement des personnes s'intégrer dans notre territoire sans pouvoir assimiler tout le monde que nous devons effectivement aujourd'hui rentrer dans votre discours au-dessus de votre fille ou de votre petite fille. Voilà, c'est un peu comme le DPE. 2018. Voilà, c'est un peu comme le DPE. C'est d'autant plus terrible que, comme chacun sait, Gérald Darmanin vient de la droite et qu'un des premiers à avoir proposé cette mesure, c'est François Baroin,
de droite, ministre de l'Outre-mer, en 2005. Et à l'époque, le Conseil d'État, encore lui, avait refusé que le droit du sol soit abrogé à Mayotte, au motif que l'article 73 de la Constitution, qui prévoit des dérogations pour certaines collectivités locales, ne pouvait pas s'appliquer à ce cas-là. Donc une révision constitutionnelle indispensable. La question, c'est pourquoi s'arrêter là ? Pourquoi faire une révision constitutionnelle par petits bouts alors que le problème se pose sur l'ensemble du territoire français? Sur tout le territoire. Jean-Claude, c'est quoi? C'est de la com? Moi, je vais vous proposer quelque chose. Je vais vous proposer quelque chose. On va simplement, pour essayer de réfléchir au sujet, regarder la réalité concrète de Mayotte, de la Guyane. Réalité concrète de Mayotte, on parle de quoi? On dit que un quart de la population mahoraise. Nous sommes dans un contexte insulaire. Quand vous êtes sur un continent, vous pouvez bouger. Quand vous êtes dans un contexte insulaire, vous pouvez pas sortir de l'île. Un quart de cette population est clandestine. Je parle pas un quart. Non, mais les étrangers représentent. Et c'est pas contre les étrangers, mais c'est de dire ne prenons que les clandestins, puisque les légaux ont été légalisés. C'est une autre discussion, mais ont été légalisés. Un quart de la population. Ça veut dire quoi concrètement? Tout d'abord, pour que vous compreniez, qu'on comprenne un peu les choses, ramener à l'échelle hexagonale, ça voudrait dire 12 millions de clandestins en France. 12 millions. Dans un système insulaire où c'est le dernier des départements français, donc avec une absence de structure, la maternité de Mayotte a un taux d'occupation des lits de 140%, c'est-à-dire que le Mahorais, nos concitoyens français, ne peuvent plus aller à l'hôpital se faire soigner parce qu'il y a pas les structures, c'est-à-dire que les pouvoirs publics n'ont pas mis en place les structures et le problème n'est pas récent. J'ai retrouvé des initiatives prises de Madame Girardin, ministre de l'Outre-mer, lors de la réélection de Jacques Chirac 2002-2004 sous le gouvernement Raffarin, tirait déjà la sonnette d'alarme avec tout ce qu'on peut imaginer, absence de structure, risque épidémique, violence, etc., déstabilisation de la société. Alors à un moment donné, je veux bien, avec le Conseil d'État, je veux bien qu'on fasse de l'intellect, mais allez expliquer cela, je rappelle, à nos concitoyens français. Allez leur expliquer qu'ils n'ont pas droit à un accès normal à la santé. Allez leur expliquer qu'ils ne peuvent pas vivre normalement. J'ai envie de dire normalement. Ils disent pas qu'ils sont anti-étrangers, puisque les Comoriens, pour certains qu'ils viennent, sont leurs anciens cousins en quelque sorte, puisque le territoire a été scindé en 76. Donc il faut arrêter de ne pas voir les problèmes et se dire, lorsqu'on a un problème, ce qui compte c'est le résoudre. Et arrêter d'imaginer qu'en se disant il y a un problème, ça ce sont des idées d'extrême droite, donc on n'en veut pas. C'est là que c'est du racisme, parce que moi ce que j'entends, parce que je vais souvent dans les régions d'outre-mer, ce que j'entends, il y en a marre. J'entends dire, nous ne sommes pas des territoires oubliés, oubliés de la République. Et la conséquence, je vais vous dire, Valérie, qui pourrait arriver chez nous, enfin en tout cas dans l'Hexagone, en 2027, c'est que la conséquence, c'est que l'outre-mer a voté à 65% pour Marine Le Pen. Au pays de Gaston Monnerville. Au pays de Gaston Monnerville, on a voté à plus de 60% pour Marine Le Pen, sachant que Jean-Marie Le Pen était interdit de débarquer en Guadeloupe et en Martinique. Vous pensez pas que c'est un signal qu'il faut entendre? D'ailleurs, il a été entendu. Il a été entendu, puisqu'on vient d'entendre ce sonore de Jean-Marie Le Pen qui est en débat avec Gérald Darmanin, à l'époque, qui n'était même pas ministre de l'Intérieur, au passage. Il était toujours ministre du au budget, compte public, voilà. Et donc 6 ans plus tard, on nous annonce que fin du droit du sol et que c'est normal, que c'est ce qu'il fallait faire. Bon, mais la réalité aussi doit nous pousser à dire une chose, c'est que aujourd'hui c'est une proposition, c'est une demande du gouvernement, mais que ce n'est pas encore acté. Et qu'avant que ça soit acté et que ça soit appliqué, je peux vous dire, il va y avoir du chemin. Juridiquement, il y a un très long parcours. Voilà. Est-ce que ça répond vraiment aux inquiétudes et à ce que réclament les Mahorais aujourd'hui? Parce que oui, mettre fin au droit du sol, mais alors peut-être Benjamin, qu'on n'a pas entendu sur le sujet, est-ce que c'est ce qui va arrêter le chaos? Parce qu'on voit des enfants qui vont à l'école accompagnés de militaires, et vous oubliez l'eau, vous oubliez l'eau, bien sûr, et puis la sécurité. Alors Benjamin Cauchy, sur ce qui a été dit.
Oui, je pense que l'abrogation du droit du sol doit dépasser largement nos frontières mahoraises et doivent être étendues à l'ensemble de notre territoire national. J'entendais Jean-Claude parler de la Guyane. Nous avons un problème avec le Suriname depuis des années et des années, où les femmes du Suriname traversent par la forêt amazonienne pour venir accoucher dans les premières maternités guyanaises. Moi qui ai vécu en Guadeloupe, je peux vous assurer que l'immigration illégale et clandestine des Haïtiens est un véritable problème, avec une aversion à la justice où tout se règle au couteau et les trafics de drogue. On peut aller en Martinique aussi, où finalement ce sont les gens de la Dominique qui rentrent illégalement en permanence dans les territoires ultramarins. Donc je crois que ce qui est symptomatique à Mayotte existe depuis des dizaines d'années finalement dans les territoires ultramarins. Et comme vous le disiez, Jean-Claude, Marine Le Pen qui arrive en tête en Guadeloupe, mais il faut pas se louper. Il faut pas se louper, c'est une évidence. C'est pas une question de racisme, c'est une question de protection de leur culture et de leur qualité de vie aujourd'hui. Et donc il en va de là. Et je pense que là, les Mahorais ne vont pas comprendre que c'est parfois très difficile pour un Mahorais de venir visiter de la famille en métropole. Et là, ils voient des Comoriens qui vont qui vont arriver gratuitement en métropole. Ça pose un véritable problème. Le droit du sol, s'il est strictement posé à Mayotte, ne sera pas suffisant. Oui, alors ce que vient de dire Benjamin soulève un autre problème. Ça va être très compliqué de supprimer le droit du sol à Mayotte. En revanche, ça va être très facile de supprimer le titre de séjour territorial. Autrement dit, on va pas être dans le en même temps. En même temps, une mesure de raidissement, une mesure de restriction de l'immigration et une mesure d'assouplissement. On va être que dans l'assouplissement. Il risque de se passer exactement la même chose qu'avec la loi immigration. Vous avez, quand vous demandiez, Valérie, est-ce que ça va mettre fin au problème, on a pris tellement de retard. Et là encore, je pense qu'on peut dire, vous ne pouvez pas imaginer, mais je sais qu'on en a parlé sur votre radio. Vous vous rendez compte qu'au 21e siècle, on explique à des Français qu'ils doivent acheter des bouteilles d'eau pour pouvoir se laver, qu'il faut alternativement, on mange en bois pendant 2-3 jours, on n'a pas d'eau. Ceci se passe dans des départements français. Et je passe sous silence le fait qu'en Guadeloupe, depuis plusieurs dizaines d'années, on a un problème de l'eau. Alors chacun se renvoie le truc en disant c'était les collectivités, c'était les grandes entreprises. Mais je vais vous dire, nos concitoyens qui sont là, qui demandent des choses simples, boire, manger, aller au travail, pouvoir être transportés. Voilà ce qu'ils demandent. Donc effectivement, votre question est juste. Tant que nous n'aurons pas, tant que concrètement, les gens ne pourront pas vivre, aller se soigner, manger, boire et puis sortir un peu le soir, parce que la violence existe, on n'en parle pas, mais la criminalité est plus importante à la Martinique qu'elle n'est à Marseille. Eh bien oui, effectivement, nous n'aurons pas, les solutions ne seront pas satisfaisantes. Alex. Moi je suis désolé, je reviens sur le fait que ça va être compliqué à appliquer et que pour moi, attention, c'est toujours bien de proposer des choses et je pense que il fallait le faire. Il fallait le faire. Néanmoins, et ça vous a pas échappé que dans 3 mois il y a des élections européennes. D'accord, que là le gouvernement est enfin en train d'agir sur plusieurs sujets et sur celui-là notamment. Et qu'en vérité, le temps que ça soit appliqué, il faut convoquer le Congrès pour leur dire quoi. Est-ce que le Rassemblement national va pas jouer là-dessus en disant on veut le droit du sol, la fin du droit du sol pour tout le monde, sur tout le territoire. Bref, on est qu'au début du processus. Et en vrai, je sais pas si c'est possible. Est-ce qu'il aurait pas fallu prendre un décret pour dire fin du droit du sol à Mayotte? Est-ce que c'est possible? Non, ça aurait été tapé par le Conseil d'État. C'est une question, voilà. Vraisemblablement. C'est compliqué, mais je vous dis, ça a déjà été retoqué une première fois. C'est compliqué, mais Valérie, pardonnez-moi. Ce que dit Alex, c'est juste en disant. Attention patatras, parce que c'est un brûlot politique. J'essaie de traduire ce que nous dit Alex. C'est un brûlot politique, en plus à 3 mois d'élection. Ok, c'est un brûlot politique. Mais vous pensez que nos concitoyens qui vivent ça depuis 2002, eux se soucient du mais ils n'ont pas le timing, ils l'ont pas suscité. Chaque fois on nous dit il y a un risque parce qu'il y a une élection, ou bien on attend 2002-2024, mais ça fait quand même 22 ans. Hein. Mais c'est pour ça qu'ils n'ont pas arrêté les manifestations. Ça fait 22 ans. Les blocages, les manifs, ils arrêtent rien parce qu'ils savent très bien que c'est des promesses comme les agriculteurs il y a quelques semaines. Malheureusement, c'est des promesses. Les agriculteurs ont arrêté. Oui, enfin ils ont arrêté, mais ils vont recommencer parce qu'il y a le salon de l'agriculture qui arrive d'ici 10 jours. Et parce
parce que le gouvernement s'est contredit. Et parce que le gouvernement s'est contredit. Il ne faut pas oublier que le plan Ecofi a été mis en pause, suspendu jusqu'au salon de l'agriculture jusqu'à ce qu'on trouve des solutions, et que le ministre de la Transition écologique, Christophe Béchu, qu'on n'avait pas entendu pendant la crise agricole, est sorti du bois pour dire qu'il était hors de question d'enlever un seul produit de la liste des pesticides interdits en France. Et juste une petite précision sur le débat politique. Vous voyez, et ce sujet doit être peut-être un peu creusé. On a toujours dit, ça rentre dans la doctrine française d'avoir le droit du sol, etc., etc. Mais le droit du sol ne dérive pas de la Révolution française. C'était le droit du sol. Et qu'en réalité, pourquoi est-ce qu'on avait le droit, on est si attaché au droit du sol? Ça aidait aussi, et ça a été réinitié au moment où on avait des guerres à mener. Et quand on a des guerres à mener, il faut des hommes. Et donc, c'était une façon d'attraper, vous savez, d'attraper les clients. Mais ce qu'on a vu aussi ce week-end dans les différents reportages sur Mayotte, c'est aussi ces gens qui demandaient le droit d'asile, qui sont en train d'arriver sur le sol français. Il y a Éric Tegler qui est là régulièrement et qui a montré le départ de ces gens. En métropole, 2 fois 50 avions qui vont arriver parce qu'ils ont demandé et qu'il y a des associations sur place qui les aident à obtenir ce droit d'asile. Mais oui, mais vous avez raison de le signaler. Une agence de voyage. Mais vous avez raison de le signaler. Mais en attendant, beaucoup de ceux qui ne peuvent pas, parce que ça c'est une partie, j'ai envie de dire, marginale. Il faut savoir que la pompe aspirante tient au fait qu'aujourd'hui, non seulement il y avait avant les Comoriens, mais il y a aujourd'hui, il y a une partie de l'Afrique. Et entendons-nous bien, il ne s'agit pas de remettre en cause les valeurs de la République, de venir au secours de ceux qui seraient grandement persécutés, etc. Je rappelle simplement qu'on parle de système insulaire où il y a un territoire qui est limité avec des structures qui sont extrêmement limitées parce que précisément c'est le dernier département français qui ne bénéficie pas de toutes les structures, etc. Et lorsqu'on parle de la Guyane, par exemple, je m'entretenais récemment à Cayenne avec un élu qui me disait quoi? Qui me disait, et moi je comprends, nous ne sommes pas contre un certain nombre de gens qui viennent. Les Brésiliens sont nos cousins. Quand on est en Guyane ou quand on est antillais, ce sont nos cousins. Simplement, aujourd'hui, un certain nombre de gens viennent du Moyen-Orient en passant par le Brésil et remontent vers la Guyane pour espérer aller en France. Dans l'Hexagone. Donc ce sont des réalités dont il faut tenir compte. On continue à en parler. On peut réagir aussi sur ce qu'a dit Manuel Bompard ce matin, qui lui propose d'accueillir une partie des mineurs dans l'Hexagone. Parce que tout mineur qui pénètre en France est inexpulsable. Or, les mineurs représentent une proportion considérable des gens dont vous parlez qui vont bénéficier de l'asile en métropole. On se retrouve dans un instant avec vous sur Sud Radio. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Et tout à l'heure, je vous signale qu'Estelle Youssoufa sera l'invitée de Philippe David dans l'émission qui suit. Philippe David qui remplace André Berkoff cette semaine. Intention de vote aux prochaines élections européennes. Les sondages se suivent et se ressemblent. Le Rassemblement national confirme sa large avance, 29%, 29% pour le candidat du Rassemblement national. Et on voit dans ce sondage que finalement, il n'y a pas eu la crise des agriculteurs leur a pas tellement profité, mais que l'écart, en tout cas, entre LR, qui est très loin derrière, le RN et Renaissance, il est très clair. Hein, les gens vont clairement voter pour le Rassemblement national. Oui, bien sûr, mais bon... c'est pas une surprise. L'actualité travaille pour Marine Le Pen. Elle en dit très peu. Et elle engrange à chaque fois le résultat de l'impéritie et des contradictions et des autres et des faiblesses des autres. Ça va continuer comme ça. On a l'impression, quand on parle à des représentants de la sphère macroniste, que eux ont déjà fait une croix sur ces élections. D'où les interstituts sur la tête de liste. Ils se dirigent vers la désignation, alors c'est pas fait, hein, d'une tête de liste Valérie Ayer, inconnue au bataillon, comme si à la limite plus la tête de liste était inconnue,
moi, l'échec de la liste rejaillirait sur Emmanuel Macron. Voilà, ils ont décidé d'enjamber. Ouais, moi, Judith, je suis pas d'accord avec vous parce que je pense qu'à mon avis, le choix de la tête de liste n'est pas encore fait. Ou en tout cas, s'ils font ce choix-là... Je n'ai pas dit que c'était fait. Ils se dirigent... mais s'ils font ce choix-là, je la connais pas non plus très bien, je trouve que ça serait complètement contre-productif par rapport à leur projet, eux qui se disent européens depuis 20 ans, entre guillemets, parce qu'ils sont là depuis 10 ans, mais eux qui se disent européens depuis des années, que c'est l'Europe qui est leur boussole et tout ce que vous voulez. S'ils nomment une inconnue au bataillon, qu'ils font à peu près, dans votre sondage, c'est annoncé 18 ou 19%, que le RN fait, lui, 29%, vous vous rendez compte qu'il y a 10 points d'écart entre le RN et Renaissance, donc la liste Renaissance, quand en 2019, vous aviez qu'un seul point d'écart entre les deux listes. Ça serait terrible pour la liste d'Emmanuel Macron, pour Emmanuel Macron, pour son gouvernement en juin prochain, s'ils étaient amenés à perdre de 10 points ces élections européennes. Oui, mais est-ce que l'identité de la tête de liste peut changer ça ? Moi, je pense que oui. Je pense que oui, parce que je pense que d'abord, avoir une tête de liste, je dis pas que ça va changer, qu'ils vont gagner. Le RN gagnera ces élections européennes. Comme en 2019, parce qu'ils sont présents, parce que leur électorat se mobilise, et parce que c'est une élection qui rassemble l'électorat Rassemblement National. Mais en tout cas, si vous avez une tête de liste qui est plus identifiée, qui maîtrise ces sujets, on parle de Julien de Normandie aussi, qui a été ministre de l'Agriculture, et qui a apprécié des qui a été plutôt bon, et dans le contexte actuel qui peut être intéressant. Je pense que ça peut un peu changer. Il ira pas, a priori il ira pas. Mais ça a été testé dans notre sondage avec l'hypothèse Julien de Normandie 28,5, avec Clément Beaune 29 et avec Valérie Hayer qu'on ne connaît pas effectivement, 28. Donc ça change pas pour répondre à votre question. 18, vous voulez dire. Attendez, non, pour le Rassemblement National. Pour le Rassemblement National, ça ne change rien. On explique qu'on est coincé par ce qu'on a accepté de l'Europe. Crise paysanne, on explique qu'on est, à juste titre, qu'on est coincé par la surtransposition certes française, mais à la base de normes européennes. Alors, tout concourt à faire détester, en tout cas l'Europe telle qu'elle est. Il y a une constante d'une élection européenne à l'autre, et d'une manière générale dans les élections, c'est qu'elles sont extrêmement sensibles à l'environnement politique immédiat. Et donc, celle-ci n'échappera pas aux précédentes. Le contexte, et je rappelle, le contexte pour nos concitoyens, et là, on est en train, intellectuellement, politiquement, d'analyser, de deviser, voire de faire des propositions, puisqu'un certain nombre de gens font des propositions. Mais ce que jugent nos concitoyens, c'est concrètement, à la fin du mois, combien est-ce que je paye mes taxes, comment je paye mes impôts, qu'est-ce que ça me coûte, qu'est-ce que je peux faire, etc. C'est aussi simple que cela. Et donc, effectivement, chaque fois qu'on se dit non, il n'y a pas de problème, on fait des annonces. Mais si ça ne se traduit pas dans les mois, voire dans l'année qui vient, les gens se disent deux choses. Tout d'abord, on nous a pris pour des imbéciles. Et deuxièmement, tant qu'à faire, on va voir ailleurs. Et le va voir ailleurs, c'est voir liste Rassemblement National. Donc le jour où on se rendra compte qu'à un moment donné, il faut que nous arrivions à se focaliser sur quelques sujets et apporter au moins un début de solutions et de résultats, peut-être que ça pourra faire reculer le Rassemblement National. Rassemblement National, donc, qui est en gros à 28-29%, majorité présidentielle 19%, le Parti Socialiste entre 9 et 10%, les écologistes 8,5%, la France Insoumise 7,5% avec Manon Aubry, les Républicains 7,5%, là aussi, quelle claque. C'est le même score que 2019 pour les Républicains. Reconquête entre 5 et 6%, entre 6 et 7, pardon, Parti communiste 3 et Debout la France 1,5. Benjamin Cauchy sur ce sondage. Moi il y a plusieurs choses qui m'ont intéressé qui m'ont surpris finalement dans ce sondage pour Sud Radio là qui date du 10 février là dont vous parlez. Deux choses. La première, c'est que la crise agricole finalement j'ai l'impression qu'elle n'a pas bénéficié au Rassemblement National. On voit bien qu'elle s'étiole un petit peu, que des listes un peu plus rurales, celle de Willy Schren, ou alors une tendance un petit peu frexiteuse avec les altermoiements de Asselineau ou de Philippot qui n'étaient pas véritablement testés le mois précédent, montre qu'il peut y avoir une petite érosion pour l'électorat du Rassemblement National. Renaissance n'a absolument pas souffert de la crise agricole. Si on regarde, on reste sur des scores quasiment identiques. En revanche, ce qui est intéressant, c'est le rapport de force gauche-droite. Si vous regardez tout ce qui est à gauche de Renaissance, on est passé de 32,5 à 35,5 entre les deux vagues d'interrogation de
des sondés. Et en revanche, à droite, tout ce qui est à droite de Renaissance, on est passé de 48,5 à 46,5. Ce que je veux dire par là, c'est que la première vague de 48,5, c'était le 16-17 janvier. C'était aux prémices de la crise agricole. Aujourd'hui, finalement, on se rend compte que la crise agricole, on est revenu, comme le disait Jean-Claude, sur une crise du pouvoir d'achat. Et on y reglisse tout doucement. Et là, on voit bien que finalement, la gauche refrétille un petit peu. Et le bloc PS Vert fait quasiment 20 points quand même. Donc il faut être vigilant. Ouais, le RN, ce que je veux dire par là, c'est que le RN est en force, n'a pas forcément capitalisé sur la crise agricole qui pourtant pouvait pardon de vous interrompre, mais si je lis les commentaires de Frédéric Dabi, Jordan Bardella reste très très loin devant dans les communes rurales où il s'envole à 36% des intentions de vote, soit le double de Renaissance et de ses alliés. Donc dans les communes rurales, ça n'a pas eu d'impact sur l'électorat global, Valérie, c'est ça? Non, mais dans les communes rurales, on parlait de la crise agricole, ça a apporté des voix à Jordan Bardella. Non, très et puis clairement. surtout quand on est dans ces eaux-là, quand on est 28-29, forcément, on progresse moins. Oui, mécaniquement, vous avez une marge beaucoup plus réduite. Ouais. Non, mais et puis vous êtes déjà très haut. Il y a une donnée qu'on ignore aujourd'hui aussi, c'est est-ce que les Français vont se passionner par cette élection? Quand vous voyez que seulement un électeur sur 2 a été voté en 2019, alors là, vous avez quand même un contexte qui est... Franchement, il y a quand même tous les éléments pour intéresser les Français et les Européens à cette élection. On parlait de la crise agricole, on a fait une partie de l'émission sur le droit du sol à Mayotte, sur l'immigration qui a été un sujet en début d'année qui n'a pas été traité. Ce que je veux dire par là, c'est qu'à mon avis, il y a quand même pas mal de sujets et pas mal de thématiques pour que les Français soient intéressés. Maintenant, si vous avez le même taux de participation, c'est-à-dire 50% en gros, qu'en 2019... les chiffres que vous donnez là par rapport à votre sondage, ils vont à mon avis très difficilement bouger. Et ça va être un vote sanction pour Renaissance, clairement, qui d'abord on n'aura peut-être pas de tête de liste effectivement identifiée. Et même si elle arrive, je trouve qu'elle arrive tard. Parce qu'on est déjà presque à la fin du mois de février. Absolument. Et puis deuxièmement, on sent bien que Renaissance, le gouvernement, Emmanuel Macron, essaye de coller à l'actualité plus que d'impulser des thématiques. Elle arrive tard parce que personne n'en veut de cette tête de liste. Bruno Le Maire, rappelez-vous, vous avez raison. a décliné poliment mais fermement. Clément Beaune, Julien Normandie n'en veut pas non plus. Ouais. Alors, pardonnez-moi, mais qui se souvient de Nathalie Loiseau avant 2019? Donc certes. On aura l'occasion évidemment d'en reparler. Merci à tous les quatre. Merci dans un instant, c'est Philippe David qui sera avec vous. Et demain matin, Julien Normandie sera l'invité de Jean-Jacques Bourdin à 8h30, l'invité politique. Bonne journée. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai.